Bonjour à tous. À suivre dans un instant l'audition de deux représentants du Conseil allemand des experts économiques, un organisme indépendant qui conseille les décideurs allemands et qui analyse également les politiques économiques de l'Allemagne, mais aussi de l'ensemble de l'Europe. Alors, ces deux représentants ont été auditionnés par les sénateurs dans le cadre d'une mission qui a pour objectif d'établir la réalité de l'impact sur l'emploi de l'exonération de charges sur les salaires. Alors la France et l'Allemagne sont très souvent comparées d'un point de vue économique. L'Allemagne est le premier partenaire économique de la France. Et si les deux pays ont eu à faire face au même problème, l'insertion sur le marché du travail de travailleurs peu qualifiés, ces deux pays ont fait des choix radicalement différents. Pour en savoir plus tout de suite, retour à cette audition qui s'est tenue cette semaine au Sénat. Je souhaite donc la bienvenue à M. Benjamin Weigert et à M. Markus Klemm. M. Weigert est secrétaire général et M. Markus Klemm est économiste. Ils sont tous deux donc du Conseil allemand des experts économiques. Je rappellerai à l'attention de mes collègues que le Conseil des experts économiques a été installé en 1963. Il s'agit d'un organisme indépendant composé de 5 membres nommés pour 5 ans par le président fédéral sur proposition du gouvernement et qui a pour mission de conseiller les décideurs sur les questions de politique économique. C'est un organe respecté et écouté qui est appuyé par une équipe d'experts dirigé par le secrétaire général, M. Weigert, que nous avons le plaisir d'accueillir donc aujourd'hui, et qui est accompagné de M. Klemm, comme je vous l'ai dit, qui est spécialiste des politiques du marché du travail. Au fil de nos auditions, donc notre mission qui a pour but de vérifier ou d'établir les réalités de l'impact des exonérations de charges sociales sur les salaires, sur l'emploi lui-même. Il a été souvent question de l'Allemagne, notre premier partenaire économique et notre premier point de comparaison. Confronté à la même difficulté, celle de l'insertion des travailleurs peu qualifiés sur le marché du travail, l'Allemagne a fait des choix très différents des nôtres, avec une forte différenciation entre l'industrie et les services et la pratique d'une forte modération salariale. Les modes de financement de la protection sociale sont aussi très différents. Progressifs en France, ils sont dégressifs en Allemagne. Nous vous avons demandé, messieurs, de bien vouloir nous présenter les politiques menées en Allemagne ces dernières années, mais aussi de nous faire part des objectifs assignés aux évolutions récentes, en particulier l'introduction d'un salaire minimum défini au niveau fédéral. Enfin, le dernier rapport annuel du Conseil des experts économiques de novembre 2013, dont je traduirai assez librement le titre par contre une politique économique tournée vers le passé, comporte un chapitre sur le travail en Europe. Il me semble intéressant que vous nous fassiez part de votre regard sur notre politique. Alors, ces questions ont pour but de vous permettre de nous faire une sorte d'exposé liminaire. Et ensuite, Madame la rapporteure, Madame Michel de Messine, vous posera ses propres questions et ensuite nos collègues interviendront. Donc, si vous voulez, vous avez un moment pour nous présenter et en nous répondant à ces quelques questions introductives. Je vous remercie. Ja, vielen herzlichen Dank für die Merci beaucoup de cette invitation et de la possibilité que vous nous donnez de prendre la parole aujourd'hui devant vous, de vous exposer le point de vue de l'Allemagne d'une manière transparente. D'autre part, cela nous permet également de dire ce qui a fait que nous avons entrepris ces réformes à l'époque. Pourquoi au début des années 2000, voire au début des années 1990, l'Allemagne s'est engagée sur la voie de certaines réformes. Monsieur demande aux interprètes si jamais ils ne parlent pas trop vite. Mais nous suivons.
Der Vortrag soll Ihnen ein bisschen den Hintergrund geben. Alors, cet exposé vise à vous donner tout d'abord le contexte général pour comprendre comment le système allemand est conçu, aménagé, quelles ont été les réformes entreprises, quels étaient les objectifs de ces réformes. Et en deuxième partie, M. Klemm vous exposera le point de vue d'aujourd'hui, à savoir avons-nous atteint les objectifs ou quelles ont été les difficultés rencontrées et quelles ont été les corrections de cap. Comme vous l'avez dit, nous sommes une institution indépendante et c'est pour cela que notre dernier rapport de l'année dernière est très critique et ne correspond pas forcément à la vie officielle du gouvernement. Nous sommes un institut indépendant qui regarde ce qui se passe dans le monde économique avec un œil critique et qui informe l'opinion publique. J'aimerais attirer l'attention sur le fait que notre Conseil des experts économiques a déjà surveillé de près ces réformes dès les années 2000, a lancé des avertissements. En 2000, on plaisante en disant que en disant que donc en 2002, notre Conseil a émis un rapport qui s'appelait 20 points sur la politique de l'emploi et que 6 mois plus tard, il y avait l'agenda 2010 qui était sorti et qu'il s'appelait 2010 parce qu'en fait, on n'avait retenu que 10 points sur les 20 points. Enfin voilà, c'est la blague qui courait en Allemagne à cette époque. Maintenant, pourquoi avons-nous entrepris ces réformes ? Dans les années 1990, l'Allemagne était considérée comme l'homme malade de l'Europe. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs l'une des raisons certainement pour lesquelles nous sommes invités aujourd'hui à prendre la parole devant vous. On est un peu étonné de voir ce qui se passe sur le marché allemand de l'emploi. Comment se passe-t-il que nous continuons à avoir une bonne politique de l'emploi sur le marché allemand? Est-ce que c'est lié aux réformes malgré donc la crise? Alors, ce qui a été déterminant pour les réformes en Allemagne a été que nous avions un taux de chômage très haut, historiquement élevé. Vous voyez ici le taux de chômage. En 1972, on avait quasiment le plein emploi en Allemagne. Et l'une des caractéristiques de l'évolution du taux de chômage en Allemagne a été que à chaque fois que l'on avait des difficultés, on avait à chaque fois, c'était en fait une évolution en escalier. Et cela a fait que l'on a eu une progression constante du taux de chômage et qu'on a atteint un niveau très élevé donc des allocations nécessaires au niveau du budget de l'État. Quand on parle des réformes, les discussions allaient dans la même direction que celle que vous avez déjà esquissée, à savoir comment financer cela. Si l'on n'arrive pas à réduire, ne faut-il pas diminuer significativement le taux de chômage pour pouvoir diminuer également le financement de l'aide, des aides sinon nécessaires? Donc c'était l'une des réflexions. En même temps, l'Allemagne a vécu un gros choc économique avec la réunification de l'allemande au début des années 90, début des années 2000, qui a vraiment lourdement pesé sur le budget de l'État. D'autant plus qu'en Allemagne qu'en ancienne Allemagne de l'Est, le niveau, on n'avait pas le même niveau de salaire et que d'un seul coup, on a essayé donc d'avoir le même niveau de salaire. De ce fait, il y a eu beaucoup d'emplois qui n'ont pas pu être maintenus et on voit que les salaires étaient presque 50% plus élevés en Allemagne de l'Ouest à l'époque qu'en Allemagne de l'Est. Et de ce fait, les systèmes d'assurance de chômage ont connu une pression extrême. Cette extrême augmentation des salaires a beaucoup nui à la compétitivité de l'Allemagne. À l'époque, on était encore avec le Deutschmark. Mais j'aimerais quand même souligner ici que les entreprises ont déjà pris elles-mêmes des mesures. C'est-à-dire que les réformes ne visaient pas l'amélioration de la compétitivité de l'Allemagne, mais à augmenter la croissance
place et à permettre à de plus en plus de personnes de participer au marché du travail pour pouvoir se nourrir elles-mêmes, pour pouvoir elles-mêmes soutenir leur famille. Donc il ne s'agissait pas de rendre les entreprises plus compétitives sur le marché international. Donc nous avons eu des taux très élevés, des coûts fiscaux très élevés avec le chômage et dans le même temps, nous avons donc entrepris une vaste réforme. Il y a eu un débat public à l'époque. On approchait les 5 millions de chômeurs et ce taux de chômage fortement élevé, ce seuil de 5 millions, rappelait fortement l'époque où Hitler avait pris le pouvoir en raison justement du taux de chômage très élevé sur lequel il avait beaucoup joué. Donc c'était psychologiquement un seuil très difficile à supporter. On se disait non, on ne veut plus avoir 5 millions de chômeurs en Allemagne. Que s'est-il passé sur le marché du travail? Certaines choses se sont passées sans que l'État n'intervienne. C'est ce que nous appelons des changements endogènes en Allemagne. Les parties prenantes aux conventions collectives, aussi bien du côté patronal que du côté des salariés, ont vraiment décidé de retrouver de la compétitivité en travaillant ensemble. Le revers de la médaille, et cela c'est lié aux institutions du marché de l'emploi en Allemagne, sur lesquelles je reviendrai. À l'époque, donc, le fait a été que l'on a perçu donc cette augmentation constante du chômage, toujours avec les mêmes groupes à problème, à savoir les personnes moins qualifiées, les personnes plus âgées. Et il y en a même des personnes qui étaient exclues du marché du travail. Les entreprises ont fait ce qu'elles pouvaient pour rester compétitives. Ce n'était pas le problème. Le problème, c'était que nos systèmes sociaux étaient organisés de telle manière que de plus en plus de personnes les ont intégrés, ont bénéficié des prestations sociales. Et donc on a commencé à avoir ces réformes, notamment à partir de 2001, avec l'emploi à temps partiel et ensuite avec les grandes réformes appelées Hartz. Et ce n'était pas une seule réforme, Hartz. On parle maintenant, on est au niveau de Hartz 4. Mais c'était de vastes réformes qui allaient bien plus loin que cela. Cela comprenait vraiment l'ensemble des institutions présentes sur le marché de l'emploi et qui était directement en lien avec l'État. Il y a eu d'autres mesures politiques qui ont été prises à la fin des années 1990. Il y a eu une réforme de l'assurance retraite et une réforme fiscale pour les entreprises pour améliorer l'attrait des investissements dans les entreprises en Allemagne. Quel était l'objectif des réformes dites Hartz? L'un des objectifs était que l'on améliore la possibilité de placer des personnes sur le marché de l'emploi. Donc que l'on améliore l'employabilité, si elle était relativement faible à cette époque. Et l'un des points de départ de la réforme en 2003, donc on a eu cette grande réforme Hartz, en fait c'était lié à un grand scandale de l'Agence nationale de l'emploi, enfin l'équivalent allemand, la Bundesagentur für Arbeit. Donc une société qui s'occupait donc du chômage et de l'assurance chômage. Et on s'est aperçu que 70% des soi-disant emplois procurés étaient faux. En fait, ils n'avaient pas été donnés à des personnes. Les chiffres étaient faux. Et cela a fait qu'on a donc mis en place une commission, la commission Hartz,
qui devait élaborer des propositions pour voir comment les institutions publiques travaillant sur le marché de l'emploi pouvaient être changées, modifiées. L'objectif était que le processus que l'on appelle de matching, c'est-à-dire d'améliorer l'employabilité, parce qu'on avait un vrai déficit dans la manière dont travaillaient les institutions étatiques, les agences nationales de l'emploi. Donc les propositions élaborées au sein de la commission Hartz se traduisaient dans 3 champs politiques. Il y avait donc l'employabilité d'un côté, ça c'était très nettement vraiment les institutions publiques, c'est-à-dire l'équivalent de l'Agence nationale pour l'emploi qui devait être entièrement réformée. Ensuite, il fallait stimuler la demande et en même temps améliorer l'offre de travail, à savoir vérifier le fait que toutes les primes pour intéresser quelqu'un au fait de travailler. On a régularisé le temps de travail, à savoir en le considérant comme un instrument flexible pour les entreprises. Par exemple, des entreprises qui n'ont besoin que de personnel temporaire, donc qui ont besoin d'un certain tampon, on va dire, de main-d'œuvre. Ensuite, il y avait Hartz II. Là, il s'agissait de l'instauration des mini-jobs, des emplois qui sont entièrement exonérés de charges sociales pour le patron. Et puis ensuite, il y a les mini-jobs de 400 à 800 euros, parce que les mini-jobs, eux, étaient inférieurs à 400 euros. Et maintenant, on est d'ailleurs à un seuil pour les mini-jobs de 450 à 850 euros. Mais là, il y a une exonération partielle des charges sociales. Malgré tout, les employeurs doivent payer des forfaits de charges sociales de 25% à peu près du salaire. Enfin, de 25% du salaire. Et puis, il y a également un soutien financier pour les professions libérales qui a été introduit. Et enfin, le cœur de la réforme a été Hartz III, à savoir la restructuration, la réorganisation des agences pour l'emploi. Et ensuite, Hartz IV. Hartz IV, on en parle régulièrement, on cite en exemple cette réforme, et c'est la raison pour laquelle tout marche aussi bien en Allemagne maintenant. C'est ce qui se dit, mais je ne le dirai pas de manière aussi généralisée, mais j'aimerais quand même montrer ce que nous avons fait, parce qu'avec Hartz IV, nous avons diminué le niveau social. Quand on dit cela, en fait, on oublie certaines choses, et j'aimerais illustrer ce point. L'idée de base de Hartz IV était que l'on puisse remettre rapidement les personnes sur le marché du travail. Et je vais vous montrer le système avant que nous n'ayons réorganisé le tout. Alors là, c'est présenté de manière, on va dire, stérile, c'est-à-dire plus digeste, parce que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Alors, on a l'assurance chômage qui protège du chômage et qui paye en fonction du statut familial. Si on est célibataire, si on est marié, si on a une famille, on paye entre 63 et 67% du salaire net, après donc déduction de tous les frais sociaux et impôts. Mais cela n'était octroyé que pendant 32 mois. Ensuite, il y avait une nouvelle assurance qui intervenait, c'était l'assurance chômage longue durée, que l'on appelait, nous, une aide. Cette aide au chômage n'était associée à aucun examen de nécessité. Il s'agissait donc d'un montant de 53-57% du dernier salaire net. Donc pendant 32 mois, on touchait une assurance chômage, et ensuite on passait à l'assurance chômage longue durée.
haben wir die sogenannte Sozialhilfe. Et il y avait en dessous encore donc l'aide sociale. L'aide sociale, c'est ce que l'on appelle un peu une assurance de base, où vraiment là, il s'agit de nécessité. Et c'est ce que nous avons réformé, ce système. Alors qu'avons-nous fait en Allemagne? L'assurance chômage, à savoir le paiement pour assurer un paiement correspondant à peu près au niveau de vie précédent, a été diminué. Sinon, nous n'avons rien changé au système. On a par contre diminué les durées. Maintenant, il s'agit d'un maximum de 24 mois. Mais ces 24 mois concernent les salariés plus âgés à partir de 58 ans. Ce que nous avons également fait, et ça c'est la réforme vraiment Hartz IV, ce que nous avons fait, c'est de réformer l'assurance chômage longue durée, parce que nous l'avons assorti d'un examen de la nécessité, c'est-à-dire il fallait vraiment couvrir les besoins. Donc on a éliminé cette assurance chômage longue durée et on a introduit une garantie qui permettait un peu de couvrir les besoins, mais elle était plutôt plus élevée que l'ancienne aide sociale, mais en même temps moins élevée que l'ancienne aide chômage longue durée. L'assurance chômage longue durée n'avait pas de fin. Quand on était couvert par ce système, quand vous étiez couvert par le système d'assurance chômage longue durée et que vous touchiez cette allocation chômage, vous la touchiez tout le temps. On n'en sortait pas de ce système. La seule chose qui pouvait vous arriver, c'est que les augmentations de salaire peut-être augmentaient, donc l'aide sociale augmentait pendant qu'on stagnait d'un autre côté. Mais voilà, en gros, ce qui se passait, et donc on le voit maintenant sur le profil, ce que l'on voulait, c'était améliorer la rapidité de remise sur le marché de l'emploi. Parce que plus les personnes retrouvent rapidement un emploi, moins il est probable qu'ils vont s'installer dans la durée, dans le chômage. Donc pour nous, il s'agissait vraiment donc de faciliter cette remise sur le marché de l'emploi des chômeurs. Was jetzt nicht weiter angesprochen wurde, ist, dass gleichzeitig die dans le même temps, dass der Druck auf den Hilfeempfänger erhöht wurde, Arbeit anzunehmen. On a augmenté la pression sur les personnes bénéficiant de paiement d'allocations chômage. On ne pouvait plus refuser un travail sans autre raison valable. Quand on reçoit ce que l'on appelle l'allocation chômage 2, donc de la réforme Hartz IV, on ne peut pas refuser n'importe quel travail. Après 3 mois de chômage, les règles deviennent de plus en plus dures, qui visent à faire en sorte que le chômeur revienne sur le marché. Donc il faut être prêt à accepter une baisse de salaire quand on nous fait une offre de travail. On ne peut plus avoir la prestation d'avoir un maintien de salaire en retrouvant un nouvel emploi. Un point essentiel, et j'en arrive à la fin de cette brève rétrospective sur les raisons pour lesquelles nous avons entrepris ces réformes, avant de passer la parole à M. Klemm sur les impacts de ces réformes. Mais toutes ces réformes ont été évaluées, ont été indexées à des évaluations. Donc il était clair que l'on voulait avoir donc des évaluations, et beaucoup de choses qui ont été introduites à l'époque n'ont cessé d'être modifiées parce qu'au
fil des évaluations, on s'est aperçu que certains objectifs n'avaient pas été atteints ou que l'on avait voire suratteint certains objectifs. Donc, sans cesse, on a réaménagé ces réformes pour améliorer leur efficacité. Et cela continue, bien sûr. L'ensemble des mesures, le catalogue de mesures de la politique active de l'emploi est soumis à une évaluation permanente pour pouvoir améliorer les instruments de cette politique et n'avoir au final que des instruments efficaces. C'était un élément essentiel de cette réforme, à savoir il y a maintenant une évaluation scientifique continue. Je passe la parole à mon collègue. Bien. Tout d'abord, je voudrais à mon tour vous remercier de votre invitation, de nous donner l'occasion de présenter le marché du travail allemand. J'essaye donc désormais de vous présenter de façon plus concrètement les développements sur le marché du travail allemand depuis 2005. Nous avons vu au début que l'Allemagne est désormais dans une position bien meilleure qu'au début des années 2000. Et pour revenir sur le graphique de tout à l'heure, cela se complique un petit peu maintenant. Tout à l'heure, nous avions les lignes rouges qui se sont arrêtées en 2005 pour montrer le développement du chômage. Depuis, il y a eu donc une grosse pression par rapport à la mise en place de réformes. Nous observons donc que depuis 2005, le développement du chômage s'est considérablement diminué, Et ce qui est nouveau maintenant, et ce qui est en vérité presque une preuve pour dire que les réformes y sont vraiment pour quelque chose, pour la toute première fois, nous pouvons constater le nombre de la population active augmentant tout en ayant des taux de chômage qui descendent. Jusqu'à maintenant, nous n'avions pas pu observer ce type de développement. Donc, il n'y avait pas de corrélation entre l'augmentation des personnes active et la diminution du chômage. Nous avons ici aussi la ligne bleue qui indique le chômage structurel qui est également en baisse depuis 2005. C'est donc très concrètement un des succès de ces réformes pour le marché du travail en Allemagne. Il y a d'autres facteurs, mais c'en est un. Il y a par ailleurs les processus du marché assez spécifiques à l'Allemagne, du fait que nous ayons les partenaires sociaux qui conviennent des conventions collectives. Ces parties prenantes agissent également en tant que facteurs sur cette évolution. Et d'une façon générale, l'évolution économique dans le monde nous a facilité un petit peu les choses afin de mettre en place plus de réformes dans un pays comme l'Allemagne qui exporte beaucoup. Monsieur Weigert a déjà fait allusion à notre mandat d'être indépendant avec nos critiques. Nous avons donc mis en place des évaluations macroéconomiques et microéconomiques afin de mesurer les effets de ce type de réforme pour savoir s'il faut appuyer certaines mesures ou, au contraire, lever un peu le pied sur certains autres. Ce n'est pas toujours évident de savoir évaluer l'évolution. Au niveau macroéconomique en particulier, c'est un peu plus compliqué. Néanmoins, les études qui existent jusqu'à aujourd'hui indiquent que ces réformes sont en bonne partie responsables de l'évolution actuelle et qui contribuent à améliorer la situation sur le marché du travail. Donc les réformes de Hartz I à Hartz
2003 qui visait à améliorer on va dire la convergence entre le nombre de personnes cherchant un emploi et les emplois disponibles qui étaient gérés par les agences fédérales pour l'emploi. Nous voyons ici l'évolution des courbes et l'évolution entre le nombre de postes disponibles et le nombre de chercheurs d'emploi. On observe facilement que lors d'une faible conjoncture économique, le taux de chômage descend et lors d'une meilleure évolution économique, le taux de chômage diminue. On peut donc se poser la question à quel point le processus de faire rencontrer les chercheurs d'emploi les postes disponibles fonctionne ou non. C'était la question cruciale que nous nous sommes posée à la fin des années 90, début des années 2000. Nous avons depuis réussi à améliorer cette courbe puisque nous observons qu'avec le même nombre de postes disponibles, nous constatons que le nombre de demandeurs d'emploi diminue. Monsieur Weigert a également évoqué que la raison de mettre en place cette commission Hartz était le scandale qui concernait l'Agence fédérale pour l'emploi en Allemagne, du fait que pratiquement 70% des demandeurs d'emploi n'ont pas pu être n'ont pas pu être recommandés pour les postes pourtant disponibles. On peut éventuellement, si on peut dire, ce à quoi on donne l'étiquette avec Hartz 4 est quelque chose comme la modernisation de la loi pour les nouvelles conditions du marché du travail, pour le dire de façon quasi mot à mot. Au centre de l'intérêt était de décentraliser les processus. Il fallait se concentrer sur les demandeurs d'emploi en tant que personnes, en tant que clients qui cherchent un emploi et qui doivent rapidement trouver un emploi. Les études internationales nous montrent que plus on passe du temps dans le statut de demandeur d'emploi, plus il est difficile d'y retourner par la suite. C'est pourquoi nous nous sommes concentrés sur les mesures adaptées qui permettent de requalifier les demandeurs d'emploi et de les faire réintégrer le marché de l'emploi plus rapidement. Nous avons, en Allemagne, comme nous l'avons dit, mené beaucoup d'évaluations. Nous avons, par exemple, constaté que la politique du marché de l'emploi active, avec l'objectif de mettre les demandeurs d'emploi face aux postes à pourvoir, toutes ces modalités sont régulièrement évaluées et adaptées. Par exemple, nous avons, au cours de l'année dernière, au cours des dernières années, nous avons réduit les mesures des emplois aidés, puisque nous avons constaté que à partir du moment où une personne participe à ce type de programme d'emploi aidé, cela se passe relativement bien. En revanche, ce qui se passe à la fin du programme de contrat aidé est assez difficile, pour le dire simplement. C'est donc ici que nous avons amélioré les mesures afin d'améliorer la condition générale de cette évolution. Donc, revenons à l'année 2005. C'est l'année où était mise en œuvre la dernière partie, le dernier chapitre des réformes Hartz 4. La question à poser est la suivante. Comment s'est développé le marché de l'emploi selon les différents secteurs industriels? Nous avons observé qu'il y a eu plus de création d'emplois dans le secteur des services. Nous avons donc tout en bas de l'échelle l'industrie manufacturière et l'industrie de production. L'Allemagne étant certes célèbre pour son industrie. On voit ici en gris le marché du bâtiment, par exemple.
on observe bien que l'augmentation des emplois est moindre. Tout ce que nous avons gagné dans ce domaine a été annulé par la crise 2009 d'ailleurs. Donc les améliorations proviennent plus particulièrement du secteur des services, que ce soit le commerce, la logistique ou encore le domaine public, comme par exemple les aides, les services à la personne. Si l'on différencie non pas selon les secteurs, mais selon le niveau d'emploi, le taux d'emploi, on observe qu'une grande partie des emplois sont des emplois à temps partiel. Mais parallèlement à cela, il y a eu de la création d'emplois à temps plein, ce qui veut dire en somme que toutes les formes d'emploi sont croissantes. Tout en bas de l'échelle, on ne voit uniquement les personnes employées dans des mini-jobs. Par ailleurs, nous avons représenté ici les intérimaires, le temps dans le cadre des mesures Hartz et la dérégulation ou plutôt la libéralisation de l'emploi des indemnités a aujourd'hui atteint le seuil de 1 million. Et en résumé, nous pouvons dire que l'augmentation n'a pas été excédentaire, plus que nécessaire. Il y avait une augmentation forte au début, mais ça s'est stabilisé par la suite. Les emplois à temps déterminé ont également augmenté, surtout depuis les années 2000, et les mini-jobs sont de plus en plus pratiqués comme une activité secondaire et non pas une activité principale. Depuis 2005, on peut donc observer qu'il n'y a aucune forme d'emploi qui a pris le pas sur une autre. Il y a eu une autre réforme très importante du marché du travail en 2001. Cette loi portait, ou cette réforme portait sur l'introduction de plus de flexibilité à travers des contrats à durée déterminée. Donc des nouvelles règles pour les contrats déterminés et le temps intérimaire, pardon, le travail intérimaire. En même temps, nous devons souligner que nous n'avons pas pour autant modifié profondément nos lois du travail. Par exemple, nous n'avons pas touché à la protection contre les licenciements économiques. Donc nous avons sauvegardé cet acquis qui reste entre les mains des partenaires sociaux, qui est la protection contre le licenciement économique. Il y a une autre question qu'on peut se poser, c'est comment on évalue l'effet positif ou négatif des évolutions que nous observons. On parle en Allemagne d'un type d'emploi atypique lorsqu'on parle de mini-jobs, temps partiel ou intérimaire. On les appelle atypiques puisque c'est un terme à peu près neutre. Certains diront que ce sont des emplois précaires, ce n'est pas tout à fait précis. Néanmoins, il s'agit d'emplois flexibles, mais pas que. C'est donc assez hétérogène comme type d'emploi. C'est pourquoi nous avons choisi le terme emploi atypique. Actuellement, on discute notamment le travail à temps partiel. On voit que ce type d'emploi a augmenté depuis 2009 surtout. On voit que les entreprises ont recours à ce type d'emploi ou à ce type de contrat pour faire face à des fluctuations conjoncturelles. Ceci dans le souci de sauvegarder les emplois des personnels permanents,
Très souvent, on considère le travail partiel ou le travail intérimaire comme une sorte de tremplin pour réintégrer le marché de l'emploi, ce qui est assez vrai pour une partie des demandeurs d'emploi, mais un peu moins pour les personnes qui sont encore assez proches des types d'emplois conventionnels. En somme, on peut dire les demandeurs d'emploi de longue durée ou encore des personnes très peu qualifiées ont l'occasion, à travers des contrats à durée déterminée, de reprendre pied et de se réhabituer à ce type de travail. Donc là, nous avons de nouveau introduit des nouvelles règles qui anticipent même le salaire minimum de 8,50 €. Désormais, nous discutons de la durée maximale des contrats à durée déterminée. Il est question de limiter ce type de contrat à 18 mois, mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore suffisamment d'arguments décisifs. C'est quelque chose qui continue à être en discussion et qui sera le résultat des débats politiques en cours. Nous pouvons observer aussi que dans le secteur public et dans les sciences, il y a une augmentation des contrats à durée déterminée parce que de nombreux entrants sur le marché du travail, que ce soit des apprentis, que ce soit des stagiaires, commencent à travailler par des contrats à durée déterminée. Néanmoins, le taux de personnes qui sont ensuite embauchées par un contrat à durée indéterminée sont assez grands. Par ailleurs, il faut des arguments bien précis et fondés pour pouvoir renouveler les contrats à durée déterminée. Puis, pour les mini-jobs et les contrats à temps partiel, nous savons qu'ils se situent pratiquement tous en dessous du seuil de 400 ou 450 € de rémunération, puisque 450 € est le seuil au-delà duquel on ne peut plus prétendre aux allocations de ce qu'on appelle chômage 2 en Allemagne. Nous avons donc conduit ces réformes au cours des années 2002-2005. Les rémunérations pour les mini-jobs ont été revalorisées en 2004, mais les deux mesures existaient auparavant. Ce qu'on observe donc, c'est que l'augmentation des emplois à temps partiel ou à contrat déterminé est une évolution à long terme. Il n'y a pas de saut véritablement à observer. On a par exemple le Labour Force Survey, une étude qui est conduite de façon régulière au niveau européen, soulève la question si quelqu'un qui est en emploi à temps partiel pourrait prétendre à un poste à temps plein. Cette question, on y répond que le taux de convertibilité est éventuellement de 25%. La plupart du temps, il faut néanmoins tenir compte du fait qu'il s'agit souvent de femmes, de personnes qui ont d'autres occupations, qui veulent s'occuper de la famille, etc., et qui sont finalement assez satisfaits. Nous avons prévu un budget de 4 à 4,5 millions d'euros qui couvre la masse salariale pour les mini-jobs. Il faut ici également tenir compte des contextes des ménages. Un grand nombre des personnes qui occupent des mini-jobs ne veulent pas d'emploi à taux plein. Souvent, il s'agit de la deuxième personne active d'un ménage. Il s'agit par exemple aussi de retraités ou d'étudiants. Néanmoins, on peut constater que cette mesure qui était initialement prévue pour des demandeurs d'emploi
de longue durée, ce groupe cible n'est plus du tout couvert par ces mesures. Et on peut le voir d'un œil critique. Il reste que c'est une mesure qui trouve des adeptes des deux côtés, que ce soit du côté des employeurs ou du côté des employés. Il faut savoir qu'il s'agit en même temps d'une subvention fiscale pour des personnes qui ont des revenus relativement conséquents, puisque en se contentant avec un deuxième revenu au niveau du mini-job, on évite une trop haute imposition. Un autre aspect très important dont nous devons tenir compte est l'évolution des salaires. Là, je voudrais laisser de côté un petit peu la dimension internationale et me concentrer sur les inégalités des salaires en Allemagne. Nous avons mis en place des différentes quotients avec lesquels nous pouvons mesurer l'écart des salaires, notamment le quotient Gini. Depuis les années 80, nous appliquons donc cette unité de mesure pour évaluer l'évolution des salaires. Dans la mesure où il y a eu une certaine rétention, on a été mesuré dans les demandes d'augmentation de salaire. De ce fait, les inégalités commencent à s'égaliser. Aujourd'hui, nous sommes capables de mettre dans les emplois sur le marché du travail des personnes qui sont capables de s'y tenir un certain temps. Donc la tendance est un peu plus positive et on constate qu'on préfère employer beaucoup de personnes quitte à réégaliser les inégalités de salaire. Il reste que l'État a pour mission d'intervenir à travers les politiques fiscales et autres en cas de difficulté. Lorsqu'on cherche à établir le revenu d'un ménage, d'une famille, ou ce que les Allemands considèrent comme le salaire idéal, cette somme n'a pas évolué depuis 2009 et c'est assez étonnant. Donc, même depuis 2005, nous n'avons pas pu constater de divergence des revenus nets des familles en Allemagne. Pour résumer, le succès que nous pouvons observer, la réussite que nous pouvons observer sur le marché de l'emploi en Allemagne est en grande partie due aux réformes. Puis, les partenaires sociaux, les employeurs et les employés y ont contribué à parts égales. Il y avait à la fois la mesuration en termes de demande d'augmentation de salaire et l'introduction de la flexibilité. Et puis, le temps a fait que, au bout de certaines années, ces mesures ont pu porter leurs fruits. Néanmoins, nous ne pouvons pas prétendre, nous n'avons pas les preuves scientifiques pour affirmer que les réformes soient uniquement responsables de ces améliorations. Nous avons réussi à augmenter le taux de participation, le taux d'intégration sur le marché de l'emploi des personnes difficilement employables.
Nous avons constaté qu'on fait usage de plus en plus fréquemment de contrats à temps partiel, mais ce n'est pas forcément quelque chose de critique. Nous avons également admis le fait qu'il y ait des écarts de salaire. Reste à savoir quelles sont les perspectives auxquelles doit se préparer le marché de l'emploi allemand. Il y a d'une part le vieillissement de la population, l'évolution démographique, le nombre croissant des retraités et les inégalités que l'on observe aujourd'hui consistent particulièrement dans le fait qu'il y a assez peu de mobilité à l'intérieur du marché du travail. C'est-à-dire quelqu'un qui trouve un emploi modestement payé a beaucoup plus de difficultés à passer à un emploi bien payé. Donc cette mobilité-là est moindre. On voit qu'on arrive à intégrer un certain nombre de demandeurs d'emploi, mais ils restent sur des emplois avec des niveaux de salaire relativement stables. Il y a donc là moyen d'améliorer les choses et la voie que nous avons choisie jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une réforme qui vise à moderniser le marché du travail et à améliorer la mise en convergence ou la mise en face de la demande et de l'offre de l'emploi. Le pas suivant serait d'évaluer de façon critique les nouvelles réformes de retraite. Néanmoins, nous ne devons pas mettre en péril les réussites ou les succès que nous avons pu enregistrer jusqu'à maintenant. Mais ce sont peut-être là des questions que vous avez déjà prévues pour l'échange prévu maintenant. Donc, dans un premier temps, je vous remercie de votre attention et encore une fois de votre invitation et nous restons disponibles pour répondre à vos questions. Merci également pour votre présentation. Et je vais donc passer la parole à Madame la rapporteure Michèle de Messine, donc, qui va vous poser certainement quelques questions. Donc, je vous remercie ici pour votre exposé qui est très détaillé, très intéressant, qui nous permet de faire le voyage avec vous de cette stratégie, avec les résultats dont vous parlez aujourd'hui. Il nous manque peut-être deux éléments. Enfin, en tout cas, moi, il y en a un qui me vient immédiatement à l'esprit. C'est le taux d'emploi des femmes. Quel était-il avant la réforme et maintenant, est-ce qu'il a progressé et en tout cas, en même temps, combien représente dans les emplois atypiques, comme vous les avez nommés, la part des femmes dans les emplois atypiques? Parce qu'il me semble que le taux de salariat féminin en Allemagne était inférieur à ce que nous connaissons en France déjà depuis quelques années. Et la deuxième réflexion que je me fais, c'est l'impact, parce que évidemment c'est comparatif, hein, et on est souvent appelé à comparer nos deux pays, donc on y réfléchit. Et le deuxième élément, peut-être à prendre en compte, et le renouvellement des classes d'âge. C'est-à-dire que il me semble, et vous n'avez pas cité les chiffres, alors peut-être que je me trompe, que chaque année dans votre pays, il sort un certain nombre de personnes qui entrent dans le marché du travail, qui sortent de l'école pour entrer dans le marché du travail, et elles sont inférieures à ceux qui sont sortis du marché du travail pour des raisons de retraite ou voilà. Est-ce qu'il y a une implication aussi de cet élément dans vos succès, puisque évidemment vous dites on ne sait pas, on n'est pas sûr que ce soit la réforme qui donne le succès. Je pense qu'il peut peut-être avoir aussi ces éléments-là. Donc pour revenir sur ces mini-jobs. Et par la multiplication des travailleurs pauvres, en particulier donc ces femmes qui travaillent en temps partiel, mais qui peut-être auparavant n'étaient pas du tout dans le marché du travail, la réussite économique de l'Allemagne n'a-t-elle pas, au fond, un coût social élevé? Est-il possible de
quantifier les compléments de revenus apportés à ces salariés via l'aide sociale et aussi les coûts induits pour la collectivité qui, évidemment, joue un rôle. Une autre question, donc vous avez parlé que l'Allemagne va mettre en place un salaire minimum de 8,50 € au 1er janvier 2015, contre 9,53 € en France. Pensez-vous qu'il permettra de résorber justement ces écarts dont vous avez parlé entre salariés protégés par les conventions collectives, mais dont vous avez dit aussi en même temps que leur salaire se tassait un peu, et main-d'œuvre précaire ou dite atypique, ou que le dualisme du marché du travail allemand va persister. Je vais trop vite ? Je vais trop vite. Ouais. Excusez-moi, je m'excuse auprès de la traductrice, mais je l'avais oublié dans mon élan. Donc, quel serait son impact sur l'emploi et la compétitivité, toujours pour ce salaire minimum, et combien de salariés seront effectivement concernés au 1er janvier 2015 et les années suivantes, et quel secteur particulièrement? Je continue à poser mes questions, ce sera plus facile pour amener vos réponses. Une troisième question. Quelles sont les politiques de l'emploi menées en Allemagne? Mais je pense que vous avez répondu vraiment de manière assez complète. Et donc, comment l'utilisation du chômage partiel a-t-elle permis de limiter les licenciements pendant la crise? Donc ça, c'est la période de 2009 que vous avez évoquée. Pensez-vous que la France, et là on demande votre avis, souffre véritablement d'un coût du travail trop élevé? Son véritable handicap ne tient-il pas plutôt à une compétitivité hors prix beaucoup moins forte que celle de l'Allemagne? Une sixième question. L'Allemagne est souvent citée en exemple pour la qualité de ses filières d'apprentissage. Ça, c'est un sujet qu'on aborde souvent chez nous, parce que compte tenu des problèmes auxquels nous sommes confrontés dans ce domaine, certains relèvent les difficultés auxquelles elles sont aujourd'hui confrontées. C'est-à-dire que cette forme d'excellence, paraît-il, est plutôt rencontre des difficultés. Pouvez-vous nous parler de ces difficultés? Et est-ce qu'il est possible pour la France de s'inspirer de votre politique en matière justement de filière d'apprentissage? Et enfin, dernière question. L'Allemagne est confrontée, vous l'avez souligné, au vieillissement de sa population. Comment va-t-elle faire face au financement de son système de protection sociale et en même temps, donc, du coup, à la hausse des dépenses des risques vieillesse et maladie, avec une courbe de vieillissement de sa population telle qu'elle se présente dans votre pays? Merci, excusez-moi d'avoir été très longue. Bien, nous allons vous laisser choisir qui répond à chacune des questions. Simplement, j'ajouterai juste une question à celle de Madame le rapporteur, dans la mesure où elle a abordé le sujet des emplois atypiques. C'est une particularité française, mais vous savez qu'on a voté un minimum maintenant pour les emplois à temps partiel, qui est applicable à partir du 1er juillet, et où il ne pourra plus y avoir de temps partiel en dessous de 24 heures par semaine. Qu'en pensez-vous? C'est une question. Voilà. Est-ce que vous voteriez quelque chose de semblable chez vous? C'est simplement une remarque. Okay. Also, vielen Dank, das waren viele Fragen. Merci, c'était beaucoup de questions. Alors, je commence tout simplement et j'espère que nous allons arriver à répondre à nous deux à toutes vos questions. Alors, la première question, le taux de participation des femmes
à l'emploi. Il faut constater deux choses. D'une part, il y a la décision fondamentale des femmes, à savoir veulent-elles s'engager sur le marché du travail ou non, veulent-elles participer. Et l'autre question, quand on a décidé donc de travailler, c'est de savoir combien d'heures on souhaite travailler. Je dois dire que les deux ont augmenté. Le taux de participation des femmes depuis les 10 dernières années et ces femmes travaillent plutôt à temps partiel et ce nombre-là a également augmenté. Mais on ne peut pas dissocier cela du contexte des ménages parce que ces décisions sont prises ensemble au sein d'un ménage et il s'agit toujours d'une question économique au final. Combien veut-on dépenser pour faire garder ses enfants? Qui a le salaire le plus élevé? Cette personne-là va bien sûr travailler plus vraisemblablement à temps complet. Donc il y a différents aspects liés à cette décision et Monsieur Clem a déjà évoqué la question en disant en principe la majorité des personnes qui travaillent à temps partiel sont satisfaites. Et il y en a une partie qui n'est pas satisfaite et il faut réfléchir à quoi cela est dû, mais l'une des raisons est souvent qu'on a des problèmes pour la garde des enfants. C'est un problème auquel on s'attaque actuellement en Allemagne de manière assez massive d'ailleurs, mais il est encore trop tôt pour pouvoir dire si on va régler la question ou non. Depuis 10 ans, il y a des mesures qui ont été prises. On a vraiment développé les possibilités de garde d'enfants. Il faut voir comment les choses vont évoluer. Donc, dans un foyer, ce sont des questions très importantes et de ce fait, cela concerne les emplois atypiques avec les mini et les midi-jobs. Il faut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui recourent je vous ai montré tout à l'heure, vous savez, ces taux de chômage longue durée, ce que l'on appelle chez nous l'allocation 2. Et on peut gagner, on a le droit de travailler en gagnant un salaire jusqu'à 450 € et donc on essaie de jouer un peu sur tous les tableaux. Donc on va travailler jusqu'à ce que je gagne les 450 € et après ça ne vaut plus la peine de travailler parce que on est obligé de payer certains impôts, enfin on touche moins. Ich glaube, Sie meinen damit im Wesentlichen die Aufstocker, als Sie sagten, als die Je ne sais. Donc, vous nous avez parlé des compléments de revenus. En fait, ce sont donc des salariés qui ont besoin d'aide de la part de l'État. Et là, il faut distinguer les personnes qui travaillent à temps complet et mais il faut voir qu'ils ne peuvent pas vivre d'après les standards de la protection sociale minimum. Alors c'est pour cela que de ce fait, on a quelque part un salaire minimum. Avec notre protection sociale minimum, on définit un niveau de revenu minimum de 6 à 7 € de l'heure, selon l'endroit où l'on vit. Ça dépend des coûts du logement, etc., selon les régions. Combien y a-t-il de personnes? 100 000, 150 000, 125 000 personnes qui gagnent seuls leur salaire dans un foyer et qui ont besoin d'aide en plus, malgré le fait qu'elles travaillent à plein temps. Donc, en général, on reçoit aussi des allocations en raison du contexte familial, parce qu'on a une femme, parce qu'on a un, deux, plusieurs enfants. Et on a droit à ces compléments de revenus. Le marché du travail ne peut pas payer en fonction du nombre de personnes que l'on a à nourrir dans un foyer. Et donc, c'est l'État qui, par un système de transfert, un système fiscal, rétablit ici
les disparités. Donc le système social et fiscal est responsable et doit assurer ce qui est acceptable, enfin ce qui est le minimum acceptable. Et si ce n'est pas possible d'avoir ce minimum par le marché de l'emploi, c'est l'État qui compense. Et donc pour les personnes qui travaillent à temps complet, le problème qu'ils reçoivent des compléments de revue, c'est vraiment extrêmement minimum. La majeure partie des personnes qui vont vraiment, elles, cumuler certains avantages, ce sont par exemple, alors les femmes qui élèvent seules leurs enfants. Elles ont des enfants, elles les élèvent seules. Et on ne sait pas exactement, on n'a pas assez d'éléments de preuve, mais est-ce qu'elles le font volontairement, de travailler à temps partiel ou de travailler pour 75% du temps, et le reste d'avoir donc un complément de revenus, parce qu'elles veulent garder du temps pour rester avec leurs enfants, ou est-ce qu'elles sont obligées d'accepter des emplois à temps partiel parce qu'elles n'ont pas de système de garde pour leurs enfants? Ça, nous ne le savons pas. Ça veut dire qu'une grande partie de cette aide sociale, notre système, c'est vraiment de garantir un minimum à toutes les personnes qui ont des besoins qui sont dans la nécessité. Et avec ce système, parce que nous sommes un État social, nous avons automatiquement ces aides-là et le salaire minimum n'y change rien parce que nous, on a vraiment un système de protection sociale minimum qui, lui, n'est pas de 6 à 7 euros de l'heure pour les familles ou pour les familles, ou pour une mère ou un père qui élève seul ses enfants. Pour des parents isolés, on a vraiment des taux plus élevés. Et là, il faut vraiment il faut gagner là 12 à 14 euros par heure. Et le salaire minimum ne va rien changer à cette situation-là. Donc, dans notre système établi en Allemagne, en fait, c'est bizarre d'introduire un salaire minimum parce qu'en fait, nous avions notre système de protection sociale minimum. Donc, ça existait déjà. Il aurait été mieux avisé. Mais bon, maintenant, ce n'est pas l'avis officiel du Conseil allemand des experts économiques. Mais si on avait voulu rester dans notre logique, il aurait été plus sensé de rendre explicite ce salaire minimum que l'on a implicitement par notre protection sociale minimum et de le proposer comme un salaire, ces 6 à 7 euros dont je parlais selon les régions, de le déclarer explicitement comme un salaire. Parce que si, en tant que chômeur, je pense que ça va me faire du bien de travailler pour un moindre salaire pendant 2 ou 3 mois, certes, je peux travailler pour moi, mais si je ne le veux pas, je ne suis pas sanctionnée. Dans cette logique-là, il aurait été plus intéressant d'avoir un salaire, d'avoir ce système-là qu'un système comme salaire minimum. Parce qu'il ne changera rien à la problématique des compléments de revenus apportés aux salariés. J'aimerais compléter brièvement en ce qui concerne donc ces personnes ce que l'on a essayé, ces travailleurs donc qui dépendent de l'aide sociale, on a essayé des salaires, des modèles de salaire qu'on appelle nous combinés, à savoir que l'aide sociale est couplée au fait qu'il faut également s'investir personnellement, même si c'est relativement difficile. Ce système de salaire combiné ne fonctionne pas trop bien, mais une question déterminante est vraiment de savoir quelle est la situation. Si une personne ne peut travailler qu'avec un certain salaire, quel qu'il soit, s'il est trop élevé, cette personne ne va pas complètement sortir de l'aide sociale, elle va tomber directement dans notre système de protection sociale minimum. C'est difficile de savoir comment gérer la chose, mais quelle est l'alternative? C'est ce qu'il faut se demander. Et
En ce qui concerne les emplois atypiques pour les femmes, si je ne me trompe pas, au niveau du taux de participation des femmes, nous sommes relativement bien placés en Europe, je crois, maintenant. Mais vous avez bien sûr justement remarqué qu'en grosse partie, il s'agit d'emplois à temps partiel. Ce dont il faut tenir compte, c'est également l'évolution démographique chez nous. On voit que parallèlement à la génération des baby-booms, il y a des personnes qui se sont retirées temporairement du marché et qui reviennent. Donc, le potentiel de personnes actives, et puis également avec les immigrants, a fait que l'on a donc une évolution. Et beaucoup de personnes souhaitent travailler à temps partiel pour des raisons liées à l'intérêt de leur ménage. Après, on voit bien des différences quand on s'interroge sur le fait de savoir si les travailleurs à temps partiel souhaitent travailler à temps complet. On voit une différence entre les hommes et les femmes. Et puis, il y a aussi des différences culturelles. En Allemagne de l'Est, par exemple, on trouve plus de femmes qui recherchent des emplois à temps complet qu'en ex-Allemagne de l'Ouest. Oui. C'est une question importante, la question des femmes, je trouve, même qui explique un certain nombre de choses de votre système. C'est que, et justement, la question des femmes de l'Est l'explique, parce qu'elles étaient beaucoup plus intégrées dans le travail de manière dans le marché général du travail, de manière à égalité avec les hommes. On peut parler un petit peu de comme cela, c'est-à-dire qu'elles avaient accès au travail et ont trouvé un taux d'emploi féminin en Allemagne de l'Est qui était quand même assez important. C'est la même chose en France. C'est-à-dire que toute l'explication que vous apportez sur les femmes choisissent de travailler selon les conditions familiales, en relation avec les enfants, enfin la notion de ménage que vous évoquez à plusieurs reprises, ça c'est une situation que nous avons connue en France, d'une évolution il y a près de 40 ans. Et d'ailleurs, on appelait ça le salaire d'appoint. Les femmes entraient tout doucement sur le marché du travail, mais avec cette notion de salaire d'appoint, c'est-à-dire pas être salarié à part entière et être autonome et avoir l'autonomie de par son travail. Parce que, évidemment, lorsque dans le couple, c'est quand même une notion très importante. Lorsque dans le couple, il y a le mari qui a un salaire à temps plein, enfin un salaire à temps plein, et que l'épouse a un salaire à temps partiel, il n'y a pas égalité, égalité dans le ménage au niveau de l'autonomie personnelle. Et donc, c'est très, très lié aux aspirations des femmes en général. Et c'est vrai qu'en Allemagne, il y a cette notion il y a 40 ans, cette notion de travail des femmes, elle ne se présentait pas du tout de la même façon qu'en France. Il y avait très peu de femmes qui accédaient au travail, au marché du travail, à un taux beaucoup plus faible. Peut-être une courte réponse. En tant qu'économiste, je pars du principe que les personnes prennent des décisions, ce qui veut dire que le contexte familial peut induire une décision. Je pense qu'on ne peut pas vraiment dire que le taux d'emploi des femmes doit devenir un objectif politique. À titre d'économiste, cela ne fait pas vraiment de sens pour moi. Mais je pense qu'il doit exister la possibilité de décider si oui ou non on cherche un emploi à temps partiel ou un emploi à temps complet.
Et il faut que la femme ait la possibilité de décider, tout autant qu'un homme, pour savoir combien d'heures il souhaite travailler par semaine. Et c'est un point sur lequel l'Allemagne travaille relativement intensément depuis les 10 dernières années, notamment dans le souci d'équilibrer la vie de travail et la vie privée. Et cela a pour conséquence des décisions telles que nous les avons observées. Alors que c'est vraiment là le moment décisif et non pas uniquement le mode de garde d'enfant. Pour reprendre autrement ce que vous êtes en train de nous dire, quelque part, enfin c'est comme ça que je le lis, vous estimez que le salaire minimum qui arrive donc et qui se substitue quelque part chez vous à une notion de ressources minimum. Parce qu'avant, vous aviez des ressources minimum, c'est-à-dire vous rajoutiez à la partie salaire une protection sociale qui était apportée par l'État et non par l'entreprise, ou du moins non par le travail. C'est un peu ça. Et est-ce que, quelque part, vous êtes en train de nous dire que, finalement, l'introduction du salaire minimum répondra moins finement aux besoins et aux choix des personnes que ne répondait l'ancienne formule, quelque part, du revenu, enfin de la ressource minimum. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, parce que moi, je comprends cela un peu comme ça. Vous nous dites, de toute façon, nous n'avons pas besoin de salaire minimum, puisque de toute façon, nous, quel que soit le salaire que perçoit la personne, il y a une contrepartie d'un système social qui est apporté, une réponse par l'État, et donc il va très largement se substituer je veux dire, à ce qu'on appelle maintenant le salaire minimum qui va arriver, mais simplement, ça ne répondra pas forcément aussi bien aux choix des personnes. C'est comme ça que je lis, mais je ne sais pas, peut-être que... Peut-être pour l'illustrer sur un exemple. Prenons quelqu'un qui travaille pour 7,50 € de l'heure actuellement. Peut-être il demande les allocations chômage supplémentaires, s'il peut les obtenir ou non, mais ça dépend du contexte familial, comme je vous l'ai dit. Désormais, on lui dit: tu dois désormais travailler à 8,50 €. Il sera content. Mais si son emploi se perd, est perdu pour autant, et qu'il retombe dans le système social des assurances chômage, il ne serait pas particulièrement ravi. Donc, si nous devions introduire un seuil inférieur en deçà duquel on n'a pas le droit de travailler, ce serait autre chose. Ce que nous faisons désormais pour l'Allemagne dans son ensemble, c'est quelque chose que nous pouvons observer également sur le taux de productivité qui se différencie entre la partie ouest et la partie est de l'Allemagne. Dans la plupart des régions, en Bavière, au Bade-Württemberg ou en Rhénanie-Westphalie du Nord, le salaire minimum ne pose aucun problème. Mais il pose un problème dans les régions où à la fois le taux de productivité est bas et le niveau de prix est bas. Et c'est le cas dans les pays, dans les régions rurales de l'Est. L'introduction du salaire minimum, si on le met en rapport avec ce que je peux acheter, avec mon pouvoir d'achat, il est bien plus élevé au Poméranie-Mecklembourg qu'en Bavière. Si par exemple, j'ai un revenu de 10 € en Bavière, je peux acheter moins de choses. Désormais, il faut aussi savoir que le taux d'emploi en Allemagne de l'Est est inférieur à 25% environ du taux d'emploi en Allemagne de l'Ouest. On peut donc craindre qu'avec l'introduction du salaire minimum, un certain nombre d'emplois n'existeront plus. Et en parallèle, nous avons en Allemagne l'acquis social de ce revenu social vital. Et finalement, avec l'introduction du salaire minimum à 8,50 €, on prend ce risque-là.
Vous avez tout à l'heure posé la question du nombre de personnes concernées et quel type de personnes. On part de 5 millions de personnes qui travaillent actuellement en deçà du salaire minimum. Ce sont des personnes plutôt en Allemagne de l'Est, plutôt des femmes que des hommes, plutôt des personnes qui travaillent à temps partiel et dans des secteurs très spécifiques. Par exemple, la restauration, un petit peu le commerce, un petit peu les services à la personne ou encore dans les entreprises dites sociales. Lorsqu'on combine, lorsqu'on prend tous ces facteurs, on peut constater que le salaire minimum se situe au-delà du salaire médian en Allemagne de l'Est. Donc, en tant qu'expérience politique ou expérimentation politique, c'est un peu risqué. Ça peut avoir un effet de choc dans certaines régions. Peut-être en complément pour éclaircir nos propos, lorsque je parle de notre système social et que je parle de ce type d'allocation chômage 2 ainsi que du revenu vital minimum, c'est quelque chose comme un salaire minimum implicite, sans que cela s'appelle comme ça. Et dans l'ensemble, du point de vue d'un économiste, je pense qu'on préfère toujours pouvoir dire qu'on travaille, peu importe le montant du salaire, plutôt que de dire « je vis du minimum social ». Je ne parle même pas des effets psychologiques que peut avoir le chômage. C'est aussi quelque chose, c'est pour ça que nous parlons d'un salaire minimum implicite et je ne voudrais pas que vous me preniez à ce sujet. Je ne suis pas en train de plaider pour introduire plus de personnes dans le système social. Ce que je voulais dire, c'est qu'à travers notre système social, nous avons implicitement déjà quelque chose qui correspondrait à un salaire minimum. Et surtout, ces deux mesures n'ont pas le même effet. Est-ce que le salaire minimum implicite avec les actions sociales, est-ce que vous pouvez plus le détailler? Parce que j'ai bien compris que vous avez dit qu'il était en fonction d'un certain nombre de critères, de taille, de famille, etc. Mais on ne voit pas très bien comment ça fonctionne. Also, wenn Sie in Deutschland Grundsicherung bekommen, dann ist das lorsque vous percevez l'allocation de revenu minimum vital, c'est une somme qui s'élève à environ 492 € par mois pour une personne, 392 € par personne célibataire. C'est un chiffre qui est calculé en fonction du panier moyen et qui dépend aussi de la région dans laquelle vous habitez. Vous ne pouvez pas partir du principe que tout le monde en Allemagne perçoit les mêmes allocations de minimum vital. Il peut y avoir des différences de plusieurs euros. Donc, les prestations payées par l'assurance sociale sont très différentes. Si, en tant que célibataire, je perçois au total environ 700 €, je peux très bien faire mon calcul afin d'établir le salaire brut que je devrais gagner pour avoir la même somme nette. C'est pour ça que nous parlons d'un salaire minimum implicite, car en allant travailler, je souhaiterais gagner plus que ce revenu minimum. Par ailleurs, nous partons du principe que, quoi qu'il arrive,
il est préférable de pouvoir travailler plutôt que de percevoir des prestations sociales. Il faut veiller à ce que les incitations d'aller travailler soient suffisamment importantes. C'est pour ça qu'il est important de comparer les revenus sociaux vitaux ou minima avec les salaires minimums qu'on peut percevoir. Il faut que cela n'empêche pas l'envie d'aller travailler. Weil das so eine Grenze ist, die wird nicht verrechnet mit der Grundsicherung. Ja? Und das war nur mein Hinweis. C'est le fait sur lequel je souhaitais attirer votre attention, c'est que pour certains groupes bien ciblés, on peut partir du principe que le salaire minimum est implicite. Mais pour une famille à peu près de 4 personnes, le revenu minimum vital s'élève déjà à 1 800, 1 900 € par mois. Et ce n'est pas évident d'obtenir ce type de salaire, ce montant de salaire. Dann hatten Sie noch was zu der Kurzarbeit. Vous aviez également parlé du chômage partiel. Die Kurzarbeit Le chômage partiel est un instrument conjoncturel auquel on a eu recours et qui a bien fonctionné au cours de la dernière crise. Mais au sein de notre Conseil allemand des experts économiques, nous nous disons toujours, attention, ce n'est pas un remède miracle pour toutes les crises de l'emploi. En fait, la demande avait beaucoup diminué, la demande internationale pour les biens produits en Allemagne au moment de la crise, mais ensuite elle est revenue très fortement. Ça veut dire qu'après la crise, on nous a demandé le même portefeuille de produits que celui qu'on nous demandait avant la crise. Mais si on avait eu une crise structurelle, personne ne voudrait plus acheter de voitures allemandes, par exemple, pour quelque raison que ce soit. Alors là, on aurait une vraie crise pour l'industrie automobile, et là, la demande ne reviendrait pas. Et là, le chômage partiel est vraiment un mauvais instrument, parce qu'on garde l'emploi au sein des entreprises et on rate un peu le train pour évoluer et saisir l'occasion d'aller vers de nouvelles filières. Donc, ça ne fonctionne pas toujours. Ça a fonctionné pour une crise économique, mais il y a beaucoup de crises pendant lesquelles le recours au chômage partiel ne ferait qu'empirer la solution et cela coûte beaucoup. L'Allemagne a dépensé beaucoup d'argent pour cela et si vraiment la crise avait remis en question notre structure économique, on aurait dépensé tout cet argent et cela nous aurait manqué pour notre transformation, pour notre changement structurel après. Donc je tiens à dire que ce n'est pas un remède miracle qu'il faut investir, qu'il faut appliquer à chaque fois. D'ailleurs, j'aimerais compléter en 2009. Le chômage partiel avait contribué à bien mieux gérer la crise, mais quand même, il n'était pas tout seul. Il y avait d'autres spécificités du système allemand. On avait négocié avec les salariés à l'intérieur des entreprises des comptes de temps de travail et pour maintenir l'emploi et en réduisant donc le temps de travail pendant une certaine durée jusqu'à ce que on ait à nouveau de l'emploi à leur proposer. Et c'est encore une question qui est à l'ordre du jour, savoir s'il faut limiter la durée de ces comptes de temps de travail. Donc il faut en fait les éliminer assez rapidement, ne pas les garder pendant une trop longue durée. Mais là, il s'agit vraiment du libre jeu de marché entre les partenaires sociaux, sans que l'État n'intervienne. Et en ce qui concerne les problèmes structurels, il y a différents constructeurs allemands. Il y en a qui ont eu quelques difficultés ces dernières années, constructeurs automobiles. Il y en a qui ont également eu recours au chômage partiel pendant un certain temps, mais 2 ans plus
tard, ils n'ont quand même pas pu échapper à la restructuration. Ce sont les problèmes quand on n'a pas simplement un problème temporaire et conjoncturel, mais vraiment un problème structurel. Maintenant, je reviens à votre première question. Comment est-ce qu'on traite ces coûts de système social? Alors, je vous avais dit au départ que nous avions au départ un taux de chômage très élevé, près des 5 millions, et cela, bien sûr, a eu des coûts fiscaux très élevés, des coûts budgétaires, enfin pas fiscaux, mais budgétaires pour l'État. Il fallait trouver des aides pour ceux qui travaillaient, plus pour ceux qui ne travaillaient pas. Donc, on avait vraiment beaucoup de personnes qui avaient besoin d'aide et de ce transfert. Ces coûts ont tellement augmenté qu'ensuite ils ont eu un impact sur les finances de l'État. Et si l'on regarde l'état des finances publiques et leur évolution par rapport à l'évolution avant les réformes, on voit que on a dû payer 1,5% de moins du produit intérieur brut du PIB parce qu'on a réussi donc à trouver une autre forme. Donc c'est une manière de consolider également le marché de l'emploi en aménageant à la fois notre protection sociale minimum. Il ne s'agit pas donc de diminuer le niveau social, il s'agit juste de trouver des primes, des attraits pour que les personnes soient actives, travaillent. Et cela permet ensuite, à moyen terme, d'alléger un peu le budget de l'État. Nous y avons relativement bien réussi. Bon, la démographie, c'est un autre problème. Et là aussi, les cotisations d'assurance sociale en Allemagne ont considérablement diminué après avoir atteint leur seuil, leur record historique. Les cotisations retraite sont à un niveau historiquement bas aujourd'hui. L'assurance chômage, on a un niveau relativement bas qui est financé plus ou moins de manière structurelle. On a un niveau de cotisation pour la cotisation chômage pour la première partie de ces aides dont je vous ai parlé, jusqu'à 24 mois. Et ça, c'est financé de manière structurelle, plus ou moins. Bon, on peut en discuter, mais il y a des liés aux fluctuations normales de l'économie, mais on peut dire que les charges ont diminué par ce budget social et c'est l'une des raisons qui explique la réussite de cette réforme, c'est-à-dire de diminuer cette pression par les systèmes sociaux, parce que sinon on était dans une spirale. Quand on avait de plus en plus de personnes dans le système qu'il fallait aider, il fallait sans cesse augmenter les cotisations et cela avait bien sûr une mauvaise répercussion sur l'évolution économique. Donc il faut bien sûr arriver à avoir un transfert et c'est plus facile quand il y a plus de personnes sur le marché du travail que l'inverse. Vous aviez également demandé, si j'ai bien compris, vous aviez demandé donc avec le vieillissement de la population, vous aviez parlé du fait que l'on avait plus d'entrants que moins d'entrants que de sortants sur le marché du travail, mais en fait à l'heure actuelle, on peut dire qu'on a un peu une pause dans l'évolution démographique. On entre à la retraite. Enfin, on a peu de personnes qui partent à la retraite parce que ça correspond aux personnes qui étaient nées dans les années où il n'y avait pas beaucoup un taux de naissance peu élevé. Ça va changer, bien sûr, et ensuite ça va vraiment augmenter jusqu'à 2030. Alors, d'un côté, pour l'instant, la situation est relativement détendue pour les plus jeunes qui arrivent sur le marché.
C'est-à-dire qu'il y a moins, par exemple, de jeunes Allemands de l'Est qui sont obligés de partir de chez eux pour aller suivre une formation à l'Ouest, parce qu'il y a suffisamment de places d'apprentissage à l'Est actuellement. Mais d'un autre côté, la participation des seniors a beaucoup augmenté ces dernières années. Avant, on était à moins de 50% avant les réformes. Maintenant, on est à plus de 70% pour un groupe de personnes qui gagnent quand même relativement bien. Donc, c'est assez considérable. Et le défi que nous aurons à relever, quand toutes ces personnes vont quitter le marché de l'emploi, il est vrai qu'on ne sait pas si notre financement à long terme que l'on voulait vraiment assurer avec ces réformes pourra vraiment tenir la route. Et il y a beaucoup de faits liés à l'évolution démographique que l'on ne peut pas entièrement prévoir pour l'instant. Il y a aussi la question des aides pour la garde des enfants. Si on arrive à améliorer cela, on aura plus de femmes qui auront suivi des études, qui auront aussi d'autres aspirations peut-être que la génération précédente et qui voudront peut-être revenir plus rapidement sur le marché de l'emploi après avoir eu des enfants et à plein temps. Donc peut-être qu'on pourra compenser un peu aussi par cela, mais il va falloir du temps. Mais ce sont des ajustements automatiques là, quand on se donne les moyens en tant qu'institution, mais pour l'heure, bon, ce n'est pas forcément sûr que ce sera sans danger, cette évolution. Tout dépend également des éléments structurels. Alors, il y a les institutions, comment elles sont organisées, il y a les attraits, les primes d'incitation, il y a la demande sur le marché du travail, il y a également les chercheurs d'emploi, il y a ceux qui cherchent des salariés. Il faut arriver donc à trouver une adéquation entre ces personnes-là. Mais bon, ce qu'il faut, c'est stabiliser les systèmes sociaux quand on pense au prochain vieillissement de la population. Et ce qui est clair, c'est qu'on a réussi à stabiliser le tout avec nos réformes de la retraite et ça va être stabilisé jusqu'à 2030. Donc, avec le processus est plus ou moins prévisible grâce à nos réformes. Et la question, c'est qu'est-ce qui va se passer après 2030? Et là, le processus n'est pas terminé. On va perdre beaucoup de populations actives. La perte sera plus importante que la baisse de la population. Et c'est une des questions sur lesquelles il faut nous pencher à l'avenir. Comment allons-nous arriver à avoir le plus de personnes possible sur le marché de l'emploi pour pouvoir faire face aux obligations que nous avons dans le système social? Parce que le chômage, on peut essayer de lutter avec des réformes structurelles, on peut essayer de le réduire, mais par contre, on ne peut pas éviter que les personnes partent à la retraite. Elles vont vieillir, elles vont avoir leur droit à une retraite, elles les auront acquis. Et la question, c'est comment allons-nous arriver à répondre à ces demandes? Ça, c'est ma génération. Quand moi, je serai à la retraite en 2044, je me demande bien ce que je vais pouvoir encore toucher comme retraite. Et voilà, ce sont les grands défis d'aujourd'hui. Et donc, nos réformes du marché du travail ne sont qu'un petit extrait de ce qui s'est passé au cours des 10 à 15 dernières années. Peut-être une question à laquelle vous n'avez peut-être pas répondu de Madame la rapporteure, c'était sur la qualité de votre apprentissage. Quel est l'atout que ça a pu constituer dans le renouveau allemand, si j'ose dire?
Vielleicht möchte ich eine Sache vorausschicken. Deutschland ging es auch schlecht mit dem dualen Ausbildungssystem. Dire quelque chose en introduction. L'Allemagne allait mal aussi avec le système de formation en alternance. Bien que nous ayons eu ce système, cela ne nous a pas protégés d'un certain nombre de problèmes. On ne peut pas dire que nous sommes là où nous sommes parce que nous avons eu ce système de formation en alternance. En revanche, ce qu'on peut dire, ce système permet de diminuer le chômage des jeunes. Et dans l'évolution dans le temps, cela influe aussi sur le marché du travail. Plus il y a de personnes qui sont formées, qualifiées, plus ils sont employables, entre guillemets, de façon universelle sur le marché du travail. Donc on peut dire, dans l'ensemble, cela contribue à une meilleure qualification des travailleurs. Mais c'est assez difficile à appliquer sur d'autres pays comme modèle, puisqu'il faut à la fois un consensus économique et social qui s'est développé en Allemagne au cours des 150 ou 200 dernières années. Cela n'a pas toujours été aussi clair. Il y a eu des périodes dans lesquelles on a considéré que le système de formation allemand n'était pas bon. Au moment où nous avons réfléchi aux réformes, beaucoup pensaient que ces difficultés étaient dues à un système de formation insuffisant. Mais désormais, on considère que cela fait partie de notre tissu économique que de former des jeunes, de qualifier des jeunes à travers ce système de formation en alternance et qui améliore la situation du marché de l'emploi. Donc, en ce qui concerne la France, et nous avons également évoqué les différentes institutions européennes dans notre rapport européen, dans notre rapport annuel, pardon. Nous n'avons pas abordé ces sujets pour donner des leçons à d'autres pays. Au contraire, nous cherchions à les mettre en garde. Il n'est pas évident de donner des indications bien concrètes. On peut dire que des réformes sont nécessaires dans certains pays. Néanmoins, la forme des réformes, la façon dont les réformes seront à mener dépendent des institutions nationales. Donc, il est important de savoir quelle est la position des institutions qui ont à charge de mettre en place les réformes. On ne peut pas dire qu'il y a un système qui est bon définitivement et n'importe quel autre pays puisse l'appliquer. Il faut tenir compte des contextes culturels et nationaux, puisque ce sont les institutions nationales qui savent le mieux comment mener les réformes. Nous pouvons donc en aucun cas émettre des recommandations comment procéder en France. On voit bien que le chômage des jeunes est élevé, que le taux de chômage général est élevé. Il faut bien sûr s'interroger quelles sont les raisons à cette situation. Mon opinion personnelle, je répondrai, c'est peut-être le salaire minimum, mais ce n'est pas à moi de le dire. C'est la recherche, ce sont les études françaises qui doivent établir les raisons de cette situation. Mais ce que nous pouvons observer, c'est quels sont les problèmes. Et nous pouvons néanmoins dire qu'il faut faire des réformes en France, puisque ce sont des problèmes qui ont la même envergure que nous avons connus en Allemagne, et que face à des problèmes de cette envergure, des réformes sont indispensables. Mais comment les dessiner, comment les mener, ce ne sont que les experts nationaux qui peuvent le dire. Donc, merci beaucoup pour cette présentation et la réponse à vos questions qui je crois, nous a beaucoup apporté, puisque je crois que c'était intéressant d'avoir votre avis d'organisme objectif et indépendant. Merci beaucoup et merci d'être venu à cette invitation. Je vous en prie.
Voilà pour cette audition de 2 représentants du Conseil allemand des experts économiques, un organisme indépendant qui conseille les décideurs outre-Rhin, mais qui, vous l'avez vu, marque son indépendance en ne se privant pas de critiquer la politique économique allemande. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire à 19h pour 24h Sénat. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.